Un veuf perd sa femme et assiste à ses funérailles. Après cela, tout le monde se réunit pour la lecture du testament de la défunte. Cependant, une révélation inattendue bouleverse tout. Des secrets sur ses infidélités éclatent au grand jour, changeant tout ce qu'il croyait savoir. Avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne et nous vous souhaitons 10 ans de réflexion et de transformation. L'horloge indiquait exactement 14h30 lorsque François Dubois franchit les portes de l'étude notariale, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Vêtu d'un costume italien impeccable, il dégageait la confiance caractéristique des hommes habitués au pouvoir. À ses côtés, Sophie Lefebvre, son assistante exécutive depuis 2 ans, maintenait une posture discrète. Mais ses yeux révélaient une intimité qui allait bien au-delà de la relation professionnelle. « Monsieur Dubois, veuillez patienter un instant. Maître Laurent va vous recevoir », informa la secrétaire indiquant les fauteuils en cuir. François ajusta sa cravate, un geste automatique qui trahissait son anxiété. Après 15 ans de mariage avec Hélène, il était là pour officialiser sa nouvelle vie. Le temps passé à ses côtés avait été lucratif. La fortune de la famille Moreau s'était multipliée sous sa gestion de l'entreprise. Maintenant, avec Hélène absente, il était temps de récolter les fruits. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ici », murmura Sophie, son parfum français envahissant l'espace entre eux. Après tant de temps à planifier, François sourit discrètement, se remémorant les nuits dans son appartement de luxe où lui et Sophie avaient rêvé de ce moment. Leur relation avait commencé 2 ans auparavant, lors d'un voyage d'affaires à Rome. Hélène était trop occupée par ses projets sociaux pour remarquer les absences de plus en plus fréquentes de son mari. François Dubois, la voix grave de Maître Laurent, interrompit ses pensées. « Je vous prie d'entrer. » Le bureau était une pièce spacieuse, décorée de meubles anciens et d'étagères remplies de livres juridiques. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années, ajusta ses lunettes et ouvrit un dossier sur le bureau en acajou. « Avant de commencer, » dit Maître Laurent, « je dois vous informer qu'il y a d'autres parties intéressées qui ont demandé à être présentes pour cette lecture. » François fronça les sourcils. « Comment ça ? » « Le testament est privé. » En réalité, une voix familière retentit depuis la porte. Ma tante a insisté sur ma présence. Tous se tournèrent pour voir Pierre Moreau, le neveu d'Hélène, debout à l'entrée. Le jeune avocat de 32 ans entra dans la pièce d'un pas assuré, portant une pochette noire sous le bras. François sentit son estomac se nouer. Il ne s'était jamais bien entendu avec le neveu d'Hélène, qui avait toujours semblé se méfier de ses intentions. « Qu'est-ce que cela signifie ?» laissa échapper Sophie, son masque de sérénité momentanément ébranlé. « Cela signifie, répondit Pierre en s'asseyant, que ma tante Hélène était plus perspicace que vous ne l'imaginiez. » Maître Laurent se racla la gorge, essayant de maintenir la formalité du moment. « Bien, maintenant que tout le monde est présent, je peux vous informer que Madame Hélène Moreau-Dubois a modifié son testament il y a exactement 3 semaines. » François pâlit. « Impossible. Hélène était... Elle n'était pas en état. Au contraire, intervint Pierre, ma tante était en pleine possession de ses facultés mentales et très bien conseillée. » Le notaire sortit une enveloppe scellée du dossier. « Ceci est le dernier testament de Madame Hélène, enregistré et validé. Je dois souligner qu'elle a tenu à enregistrer une vidéo confirmant ses décisions. » Sophie serra discrètement la main de François, qui restait immobile sur sa chaise. Le bruit de l'enveloppe qu'on ouvrait sembla résonner dans la pièce, portant avec lui le poids de révélations imminentes. « Avant de poursuivre, dit Maître Laurent, il y a une lettre qui doit être lue en premier. » Il sortit une enveloppe plus petite, portant l'élégante calligraphie d'Hélène, pour François, à lire en présence de tous. L'atmosphère dans le bureau devint lourde, chargée d'attente. François prit l'enveloppe d'une main tremblante, tandis que Pierre l'observait d'un regard énigmatique. Sophie maintenait son attitude professionnelle, mais ses doigts tambourinaient nerveusement sur son sac de marque. « S'il vous plaît, » demanda Maître Laurent, « lisez à haute voix, comme l'a demandé Madame Hélène. » François ouvrit l'enveloppe, et les premiers mots d'Hélène semblaient jaillir du papier, prêts à révéler des vérités longtemps gardées. Le testament qui allait changer leur vie était sur le point d'être révélé, et rien ne serait plus comme avant en ce jeudi après-midi. « Cher François, » commençait la lettre, sa voix tremblant légèrement pendant qu'il lisait. « Si tu lis ceci, cela signifie que le moment de vérité est enfin arrivé. » Sophie s'agita inconfortablement sur sa chaise, tandis que Pierre gardait un regard attentif sur son ex-oncle. « Pendant 15 ans,
nous avons construit une vie ensemble. Tu as apporté du dynamisme aux affaires de la famille Moreau. Tu as élargi nos horizons. Et pour cela, je serai toujours reconnaissante. Mais il y a des vérités qui doivent être mises au jour. François fit une pause, son visage perdant progressivement ses couleurs. Tu t'es peut-être demandé pourquoi je n'ai jamais remis en question tes fréquents voyages, tes dîners d'affaires qui se prolongeaient jusqu'à l'aube, ou les cadeaux coûteux qui apparaissaient dans notre maison avec les étiquettes arrachées. La vérité, François, c'est que je savais tout. Sophie pâlit, ses doigts serrant la lanière de son sac avec suffisamment de force pour faire blanchir ses articulations. Il y a 2 ans, quand tu as commencé à changer, j'ai engagé quelqu'un pour documenter tes faits et gestes, pas par vengeance mais par précaution. Après tout, le patrimoine des Moreau ne s'est pas construit en une génération. Il a été édifié grâce au travail acharné de personnes qui croyaient en des valeurs supérieures à l'argent. Pierre sourit discrètement, se calant dans son fauteuil. Les photos des rencontres à Rome, les reçus de bijoux, les réservations d'hôtels, tout est documenté. Mais ce qui m'a le plus attristé, François, ce ne sont pas tes mensonges ou ta trahison. C'est de réaliser que tu n'as jamais compris le véritable sens de la richesse. François s'arrêta de lire, ses mains tremblant visiblement maintenant. Continuez, l'encouragea doucement Maître Laurent. Il y a encore plus. L'argent de la famille Moreau a toujours eu un objectif plus noble. Pendant 3 générations, nous avons construit non seulement des entreprises, mais aussi de l'espoir. Nos fondations éducatives, nos projets sociaux, tout cela fait partie d'un héritage que tu n'as jamais vraiment compris. Sophie se leva brusquement. C'est absurde. Hélène était clairement perturbée quand elle a écrit cela. Asseyez-vous, mademoiselle Lefebvre, intervint Pierre d'une voix ferme. Ou devrais-je dire future Madame Dubois. François lança un regard d'avertissement à Sophie, qui se rassit, visiblement troublée. Ces derniers mois, continua-t-il à lire, pendant que tu planifiais ton avenir avec ton assistante, je planifiais l'avenir de notre héritage. Chaque projet social, chaque investissement dans l'éducation, chaque nouvelle initiative, tout a été soigneusement structuré pour continuer sans ton interférence. L'atmosphère dans le bureau devint encore plus pesante. Maître Laurent retira ses lunettes, les nettoyant méticuleusement avec un mouchoir, comme s'il cherchait une distraction momentanée face à la tension croissante. Pierre, mon cher neveu, a toujours compris notre mission. Il a grandi en voyant son père, mon frère, gérer notre fortune avec sagesse et compassion. C'est pourquoi je lui confie la tâche de s'assurer que mes dernières volontés soient respectées. François laissa tomber la lettre sur la table, mais Pierre la ramassa rapidement, continuant la lecture. Et à toi, François, je laisse quelque chose de plus précieux que l'argent, la chance de te racheter. Mon journal intime est dans le coffre-fort de notre maison. Tu y trouveras non seulement mes réflexions sur notre mariage, mais aussi le véritable sens de la richesse. J'espère qu'un jour, tu comprendras que le plus grand patrimoine que nous puissions construire ne se mesure pas en chiffres, mais en vies transformées. Pierre plia soigneusement la lettre, la rendant à Maître Laurent. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit distant de la circulation au dehors. Maintenant, dit Maître Laurent, prenant le testament, passons au contenu officiel du document. François restait immobile, son monde s'écroulant face à des révélations que même ses pires cauchemars n'avaient pas prévues. Sophie, quant à elle, se mordait nerveusement la lèvre, son esprit calculant rapidement les implications de ses paroles. Avant de poursuivre, intervint Pierre, sortant une enveloppe de sa pochette, il y a autre chose que vous devez voir, quelque chose que ma tante a préparé spécialement pour ce moment. Le bruit de talons hauts dans le couloir attira l'attention de tous. Une nouvelle personne était sur le point d'entrer dans la pièce, apportant avec elle d'autres révélations qui allaient à jamais changer le cours de cette histoire. La porte du bureau s'ouvrit, révélant une femme élégante d'environ 50 ans. Marguerite Durand, la gouvernante qui avait servi la famille Moreau pendant plus de 2 décennies, entra dans la pièce d'un pas assuré, portant une vieille pochette en cuir. « Madame Durand », Pierre la salua avec respect. « Merci d'être venue. » François fronça les sourcils, son expression oscillant entre surprise et indignation. « Que fait notre gouvernante ici ?»« Votre gouvernante ?» Marguerite sourit sereinement. « Monsieur François, après tant d'années, vous n'avez toujours pas compris mon véritable rôle dans cette maison. » Sophie bougea inconfortablement sur sa chaise, reconnaissant la femme qu'il avait si souvent observée d'un regard pénétrant lors de ses réunions de travail dans la demeure.
Marguerite n'était pas seulement la gouvernante, expliqua Pierre. Elle était la personne la plus proche de ma tante, sa confidente et, plus important encore, l'administratrice informelle de plusieurs projets sociaux de la famille. Impossible, protesta François. Hélène n'a jamais mentionné. Hélène gardait beaucoup de secrets, interrompit Marguerite, ouvrant sa pochette. Comme les véritables sources de financement des fondations, les investissements dans des projets communautaires et, elle fit une pause dramatique, la véritable valeur du patrimoine des Moreau. Maître Laurent se racla la gorge, ajustant ses lunettes. Je crois que c'est maintenant le moment approprié pour lire le testament officiel. Avant, intervint Marguerite, il y a quelque chose que Madame Hélène m'a demandé de montrer. Elle sortit de la pochette un ensemble de photographies et de documents. Ceci n'est qu'un petit échantillon de ce qu'elle a découvert ces 2 dernières années. Les photographies furent étalées sur la table. François et Sophie dans différentes villes, dîners romantiques, entrées d'hôtels luxueux. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Celles-ci, poursuivit Marguerite, séparant un autre ensemble de documents, sont les mouvements financiers que vous avez essayé de cacher, Monsieur François. Transferts suspects, détournement de fonds des projets sociaux, tentative de surfacturation dans les contrats. François se leva brusquement. C'est de la calomnie. Je vais tous vous poursuivre pour diffamation. Asseyez-vous, la voix de Pierre résonna fermement. Ou préférez-vous que j'appelle les auditeurs qui attendent dans le couloir? Tout a déjà été minutieusement documenté. Sophie commença à rassembler ses affaires. François, je pense qu'il vaut mieux que je... Restez où vous êtes, mademoiselle Lefebvre, ordonna Marguerite. Vous faites aussi partie de cette histoire. Ou dois-je mentionner les documents que vous avez essayé de retirer du bureau de Madame Hélène la semaine dernière? Le visage de Sophie perdit toute couleur. Comment savez-vous? Les caméras de sécurité, sourit Marguerite. Madame Hélène a fait installer un système moderne il y a 6 mois. Chaque couloir, chaque pièce, chaque mouvement a été enregistré. Maître Laurent commença à lire le testament, sa voix professionnelle coupant la tension ambiante. Moi, Hélène Moreau-Dubois, en pleine possession de mes facultés mentales, établis que... Attendez, interrompit François. Où est le journal intime qu'Hélène a mentionné? Je dois le voir. Le journal, répondit Marguerite, est gardé dans un endroit sûr. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir à son sujet. Elle échangea un regard significatif avec Pierre avant de continuer. Madame Hélène n'a pas seulement écrit sur ses sentiments. Elle a documenté chaque découverte, chaque soupçon, chaque preuve. Et plus important, elle a enregistré des vidéos. Le silence qui suivit fut assourdissant. François desserra sa cravate, sentant le poids des révélations. Sophie gardait les yeux fixés au sol, sa posture altière, complètement défaite. Mais avant de continuer avec le testament, Pierre se leva, marchant vers la fenêtre. Vous devez connaître le projet le plus important de ma tante. Quelque chose qu'elle a gardé secret, même de moi, ne le révélant que dans ces derniers jours. Marguerite ouvrit une enveloppe scellée, en retirant un ensemble de documents qui allaient faire repenser à tous ce qu'ils croyaient savoir sur Hélène Moreau-Dubois et son véritable héritage. Marguerite déplia soigneusement les documents sur la table, révélant des plans architecturaux, des contrats et des photographies d'un vaste terrain. Le projet Phénix, annonça-t-elle, sa voix chargée d'émotion. L'œuvre la plus ambitieuse de Madame Hélène. Les photographies montraient un terrain de 500 hectares dans les environs de la ville, avec des lacs naturels et une vaste zone verte. Les plans révélaient un complexe de bâtiments modernes et durables, parfaitement intégrés à la nature. Un centre de formation professionnelle, demanda François, examinant les documents avec incrédulité. Bien plus que cela, Pierre s'approcha, pointant différentes zones du projet. C'est une cité universitaire autosuffisante, axée sur la technologie et l'innovation sociale. Des laboratoires de recherche, des incubateurs de start-up, des résidences étudiantes. Le tout alimenté par de l'énergie propre et doté d'une infrastructure de pointe. Sophie, qui jusqu'alors maintenait une posture défensive, ne put contenir sa curiosité. Combien coûterait un projet de cette ampleur? Environ 2,5 milliards d'euros, répondit Marguerite. Et chaque centime est déjà assuré. François pâlit. Impossible. Je contrôlais tous les comptes, tous les investissements. Pas tous, sourit Pierre. Ma tante était bien plus astucieuse en affaires qu'elle ne le laissait paraître. Pendant que vous vous concentriez sur les entreprises visibles du groupe, elle construisait un réseau parallèle d'investissements et de partenariats internationaux.
Marguerite poursuivit l'exposé, révélant plus de documents. Des universités de 5 pays ont déjà confirmé leur participation. Nous avons des partenariats avec les plus grandes entreprises technologiques du monde. Le projet commencera à fonctionner dans 18 mois. Mais le plus important, ajouta Pierre, c'est le modèle de sélection des étudiants. 80% des places seront destinées à des jeunes à faible revenu, avec des bourses complètes et un soutien total pendant toute leur formation. Maître Laurent, qui observait tout attentivement, intervint. Et c'est ici que le testament devient encore plus intéressant. Il ajusta ses lunettes et continua la lecture. Le projet Phénix représente ma véritable vision pour l'avenir. Pas seulement un centre éducatif, mais un pôle de transformation sociale. Pour garantir sa mise en œuvre et sa durabilité, je décide que 60% de tout le patrimoine du groupe Moreau sera destiné à sa réalisation et à son maintien. François se leva brusquement. C'est de la folie. Hélène ne peut pas simplement. Si, elle le peut, interrompit Pierre. Et il y a plus. Ces 6 derniers mois, elle a restructuré toute la gouvernance du groupe. Le conseil de gestion du projet sera composé d'experts indépendants, avec la participation de représentants de la société civile. Marguerite ouvrit un dossier numérique sur sa tablette. Et voici quelque chose qui va particulièrement vous intéresser, monsieur François. Elle projeta sur le mur une série de graphiques et de tableaux. Ce sont les mouvements financiers que vous avez tenté de dissimuler ces 3 dernières années. Sophie commença à rassembler discrètement ses affaires, mais Marguerite l'arrêta d'un geste. Vous aussi, vous devez voir ceci, mademoiselle Lefebvre. Après tout, certaines de ces transactions sont passées par vos mains, n'est-ce pas? L'atmosphère dans le bureau devint encore plus lourde. Maître Laurent poursuivit la lecture du testament, révélant une clause à laquelle personne ne s'attendait. À François, je laisse un choix. Il peut accepter un poste au conseil du projet Phénix, utilisant son expérience en gestion pour quelque chose de vraiment significatif, ou, Pierre compléta, ou faire face à un audit complet de ses activités des 5 dernières années, avec toutes les conséquences juridiques que cela implique. François desserra encore plus sa cravate, sentant le poids de ce choix. Marguerite projeta d'autres images sur le mur, cette fois des photographies de jeunes étudiants dans des projets sociaux déjà existants. Ceux-ci, dit-elle avec fierté, sont quelques-uns des élèves qui ont déjà bénéficié des projets mineurs de Madame Hélène. Imaginez maintenant l'impact du projet Phénix à l'échelle nationale. Un coup à la porte interrompit la présentation. La secrétaire de Maître Laurent entra discrètement, remettant une enveloppe scellée au notaire. « Ah, c'est arrivé », dit Pierre, un sourire énigmatique aux lèvres. « C'est la partie que ma tante considérait comme la plus importante de tout son plan. » Maître Laurent ouvrit l'enveloppe avec précaution, ses yeux s'écarquillant légèrement en lisant son contenu. Ce qui allait être révélé changerait complètement le cours de cette histoire, en particulier pour François et Sophie. Maître Laurent ajusta ses lunettes, ses mains légèrement tremblantes en tenant le nouveau document. « Ceci est extraordinaire, » murmura-t-il avant de commencer à lire. « Mon cher François, » commençait le texte, « si ce document est lu maintenant, cela signifie que tu connais déjà le projet Phénix. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas seulement un projet éducatif, c'est une chance de rédemption. » François, qui était resté debout, s'appuya sur la table, sentant le poids de chaque mot. « Durant notre mariage, » continuait la lecture, « tu as toujours dit que je ne comprenais rien aux affaires, que mes projets sociaux n'étaient que de la charité sans retour. Aujourd'hui, je révèle que chaque initiative sociale que j'ai mise en œuvre ces 5 dernières années a généré un rendement moyen de 40% par an. » Sophie laissa échapper une exclamation de surprise. Marguerite sourit, projetant de nouveaux graphiques sur la tablette. « Les chiffres ne mentent pas, » expliqua Marguerite, alors que les projets gérés par monsieur François présentaient des bénéfices décroissants. Les initiatives sociales de Madame Hélène se sont transformées en entreprises autosuffisantes, créant des emplois et multipliant l'investissement initial. Pierre s'approcha de la table, étalant plus de documents. Voici la preuve. 3 brevets technologiques développés par des étudiants de nos programmes sociaux, 2 applications à impact social déjà en fonction et un réseau de coopératives qui exportent aujourd'hui vers 12 pays. « Impossible, » murmura François. « Comment n'ai-je jamais su cela ?»« Parce que vous ne vous y êtes jamais vraiment intéressé, » répondit Marguerite. « Ça vous étiez trop occupé avec vos propres projets. » Elle lança un regard significatif à Sophie.
Maître Laurent poursuivit la lecture. Mais le projet Phénix a une particularité. Ce ne sera pas seulement un centre éducatif, ce sera un pôle d'innovation sociale qui naît déjà avec des partenariats internationaux et des contrats signés avec les plus grandes entreprises technologiques du monde. Marguerite projeta une nouvelle image, un contrat portant le logo d'une des plus grandes entreprises technologiques de la planète. Ils se sont déjà engagés pour les 10 prochaines années, garantissant l'employabilité des futurs diplômés. Et voici la partie la plus intéressante. Pierre prit un autre document, la structure de gouvernance du projet. Il commença à lire. Le conseil de gestion sera composé d'experts indépendants, de représentants de la société civile et d'un membre de la famille qui démontre un véritable engagement envers la cause. François leva les yeux, soudainement intéressé. « Oui, » confirma Pierre. « Ma tante a laissé une place au conseil spécifiquement pour vous, François. Mais il y a des conditions. » Maître Laurent reprit la lecture du document original. Pour occuper ce poste, François devra d'abord passer 6 mois à travailler directement sur les projets sociaux existants, connaissant chaque initiative, chaque bénéficiaire, chaque histoire de transformation. Sophie bougea inconfortablement sur sa chaise. « Et en ce qui vous concerne, mademoiselle, interrompit Marguerite, Madame Hélène a également laissé un message spécifique. Elle sortit une enveloppe de sa pochette, mais cela sera révélé au moment opportun. » Pierre s'approcha de la fenêtre, observant le mouvement de la ville au dehors. « Ma tante croyait que toutes les personnes méritent une seconde chance. C'est même vous, François. Mais il y a plus, ajouta Marguerite, prenant un autre document. Madame Hélène a laissé un défi final, quelque chose qui va tester non seulement votre capacité administrative, François, mais surtout votre caractère. » Maître Laurent prit le nouveau document, ses yeux parcourant rapidement les pages. Son expression changea, révélant surprise et admiration. « Avant de révéler ce dernier défi, dit Pierre, vous devez rencontrer quelqu'un. » Il marcha vers la porte, faisant un signe à la secrétaire. Une jeune femme d'environ 20 ans entra dans la pièce. Ses yeux, incroyablement semblables à ceux d'Hélène, parcoururent chaque visage présent, s'arrêtant finalement sur François. « Voici, » annonça Pierre, « Anne-Laure. Et son histoire est directement liée au plus grand secret que ma tante a gardé pendant toutes ces années. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bruit de la ville au dehors, tandis que tout s'assimilait à l'arrivée de ce nouveau personnage qui était sur le point de révéler une vérité capable d'ébranler les structures déjà fragilisées de cette famille. La jeune Anne-Laure s'avança dans la pièce avec une élégance naturelle qui rappelait Hélène. Vêtue simplement mais avec élégance, elle portait une pochette bleue avec l'entête de la Fondation Moreau. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Pierre indiqua une chaise à la jeune femme qui s'installa avec grâce. François ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, dans la façon dont elle inclinait légèrement la tête, dans le sourire contenu qui jouait sur ses lèvres. « Anne-Laure, » commença Marguerite, « a été la première bénéficiaire du projet pilote que Madame Hélène a initié il y a 18 ans. » « 18 ans ?» interrompit Sophie, sa voix trahissant sa surprise. « Mais je pensais que les projets sociaux n'avaient commencé qu'il y a 10 ans. »« Les projets officiels, oui, » répondit Pierre, « mais ma tante avait des initiatives personnelles bien avant cela. Anne-Laure est la preuve vivante de la véritable portée de la vision d'Hélène. » La jeune femme ouvrit sa pochette, en sortant un ensemble de vieilles photographies. « Madame Hélène m'a trouvé quand je n'avais que 2 ans. Sa voix était douce mais ferme. Ma mère biologique travaillait comme femme de ménage dans l'un des hôpitaux que la famille Moreau entretenait. » François fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « L'hôpital Saint-François ?»« Exactement, » confirma Anne-Laure. « Ma mère était très malade et n'avait pas les moyens de m'élever. Madame Hélène a non seulement garanti le meilleur traitement médical pour elle, mais a aussi assumé personnellement la responsabilité de mon avenir. » Marguerite projeta quelques vieilles photographies sur la tablette. Hélène, avec une petite Anne-Laure à différents moments. Anniversaire, remise de diplôme, voyage. « Pendant toutes ces années, » continua Anne-Laure, « Madame Hélène a investi dans mon éducation. École, cours de langue, leçons de musique. Mais plus que cela, elle m'a enseigné la responsabilité sociale et le véritable sens du privilège. Et pourquoi n'avons-nous jamais eu connaissance de votre existence ?» questionna François, sa voix trahissant un mélange de confusion et de ressentiment. « Parce que Madame Hélène voulait me protéger, » répondit simplement Anne-Laure.
Elle savait que certaines personnes pourraient ne pas comprendre ou accepter son implication personnelle dans des projets sociaux. Pierre s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Anne-Laure. Ma tante a personnellement encadré Anne pendant toutes ces années. Et pas seulement elle, il y avait d'autres jeunes, d'autres projets, tout un réseau de transformation sociale qui opérait silencieusement. Maître Laurent se racla la gorge, reprenant le document entre ses mains. Et c'est ici que nous arrivons à la partie la plus significative du testament d'Hélène. Anne-Laure, continua le notaire, a été nommée directrice exécutive du projet Phénix. François se leva brusquement. « Quoi? Une fille de 20 ans ?»« 23, corrigea calmement Anne-Laure. « Et oui, je suis jeune. Mais j'ai passé les 5 dernières années à me préparer spécifiquement pour cette fonction. Master en gestion sociale à la London School of Economics, spécialisation en impact social à Harvard et 3 ans d'expérience pratique dans les projets de la Fondation. » Sophie observait la scène avec une expression indéchiffrable. Marguerite sourit, remarquant son malaise. « Mais il y a plus, » dit Pierre, prenant une autre enveloppe. « Anne-Laure n'est pas seule dans cette mission. Madame Hélène a structuré une équipe complète, avec des professionnels expérimentés de divers domaines. Et vous, François, avez un choix à faire. »« Quel choix ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Vous pouvez accepter de travailler sous la direction d'Anne-Laure, apprenant une nouvelle façon de faire des affaires, ou, insista François. Marguerite compléta, ou faire face non seulement à l'audit dont nous avons parlé précédemment, mais aussi à certaines révélations sur votre passé que Madame Hélène a découvertes au cours de ses investigations. » Anne-Laure se leva, marchant vers la fenêtre. « Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit, Monsieur François. Je suis ici pour poursuivre le véritable héritage de Madame Hélène. Et je crois que vous avez beaucoup à apporter si vous êtes disposé à apprendre. » À ce moment, la secrétaire de Maître Laurent entra à nouveau dans la pièce, apportant une clé USB. « La vidéo est prête à être visionnée, » annonça-t-elle. Pierre acquiesça. « Je pense qu'il est temps pour tous de connaître la véritable Hélène Moreau-Dubois, avec ses propres mots. » Le projecteur fut allumé, et l'image d'Hélène, enregistrée quelques semaines auparavant, commença à se former sur le mur. Son regard serein et déterminé suggérait que les plus grandes révélations étaient encore à venir. L'image d'Hélène remplit le mur du bureau. Elle était assise dans sa bibliothèque privée, l'endroit où elle avait passé tant d'heures à planifier l'avenir de ses projets. Son visage, bien que fatigué, gardait la sérénité caractéristique. « Mes chers, » commença-t-elle, sa voix claire et ferme, « si vous regardez cette vidéo, cela signifie que le moment est venu de révéler toute la vérité. François, je sais que tu dois te sentir trahi, peut-être même humilié, mais j'ai besoin que tu comprennes, tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Pas seulement pour toi, mais pour quelque chose de bien plus grand. » François s'enfonça dans son fauteuil, tandis que Sophie gardait les yeux fixés sur l'image. « Quand nous nous sommes mariés, » continua Hélène, « tu étais un jeune homme brillant, plein d'idéaux. Tu te souviens de nos conversations sur la façon dont les affaires pourraient transformer la société? C'est de ce François-là que je suis tombée amoureuse. C'est en cet homme que j'ai cru. » Anne-Laure observait attentivement les réactions de tous dans la pièce, en particulier celle de François. Mais quelque chose a changé au fil des ans. Le pouvoir et l'argent ont commencé à obscurcir ta vision. De plus en plus, les chiffres sont devenus plus importants que les personnes. C'est alors que j'ai réalisé que je devais agir. Hélène prit un livre sur son bureau, son journal intime. Dans ce journal, je n'ai pas seulement consigné tes trahisons ou tes écarts éthiques. J'ai surtout enregistré mon parcours de découverte sur le véritable but de la richesse. Et c'est au cours de ce voyage que j'ai rencontré Anne-Laure. La caméra se focalisa sur le visage d'Hélène, ses paroles chargées d'émotion. Anne n'est pas seulement ma protégée. Elle est la preuve vivante que la transformation sociale n'est pas une utopie. Quand je l'ai rencontrée, j'ai vu dans les yeux de cet enfant la même détermination que j'avais un jour vue en toi, François. La différence, c'est qu'elle n'a jamais perdu son essence. Marguerite mit la vidéo en pause brièvement, distribuant quelques documents. Voici, expliqua-t-elle, les résultats des projets qu'Anne-Laure a déjà coordonnés ces 3 dernières années. Des taux de réussite supérieurs à 85%, une reconnaissance internationale, des prix d'innovation sociale. La vidéo continua. « François, je sais pour Sophie, je sais pour les détournements de fonds, pour les comptes à l'étranger, mais je sais aussi qu'il y a encore de la bonté en toi.
C'est pourquoi je t'offre non seulement une chance de rédemption, mais une opportunité de redécouvrir ton but. » Sophie commença à pleurer silencieusement, ses mains tremblant en tenant son sac. « Et toi, Sophie ?» poursuivit Hélène, surprenant tout le monde en s'adressant directement à la maîtresse de son mari. « Tu as aussi un choix à faire. Les documents que tu as essayé de détruire? J'en avais déjà des copies. Mais plus important que cela, j'ai une proposition pour toi. » Pierre remit une enveloppe scellée à Sophie, qui la reçut d'une main tremblante. « Le projet Phénix, » continua Hélène dans la vidéo, « ne concerne pas seulement l'éducation ou la technologie. Il s'agit de transformation. Et pour cela, nous avons besoin de personnes qui comprennent à la fois le côté corporatif et le côté humain. Sophie, ta compétence administrative est indéniable. Utilise-la pour quelque chose de plus grand que l'ambition personnelle. » François regarda Sophie, puis Anne-Laure, commençant à comprendre l'ampleur du plan d'Hélène. « Anne-Laure, » Hélène sourit dans la vidéo, « ma chérie, tu es plus forte que tu ne l'imagines. Diriger le projet Phénix sera ton plus grand défi, mais je sais que tu es prête, et tu ne seras pas seule. » La caméra s'éloigna, révélant une table pleine de documents et de photographies. « Maintenant, je vais révéler quelque chose que j'ai gardé secret pendant toutes ces années. Quelque chose qui changera complètement la façon dont vous me voyez, ainsi que tout l'héritage des Moreau. » Hélène prit une vieille photographie, la montrant à la caméra. L'image fit pâlir François, tandis qu'Anne-Laure porta les mains à sa bouche, surprise. « Cette photographie, » dit Hélène, « a été prise il y a 25 ans, bien avant que je ne te rencontre, François. » Et elle explique pourquoi le projet Phénix n'est pas seulement un projet social de plus. C'est l'accomplissement d'une promesse que j'ai faite il y a longtemps. Le silence dans la pièce était absolu, tandis que la vérité commençait à se révéler, une vérité qui reliait tous les présents d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La photographie montrée par Hélène dans la vidéo révélait une scène touchante. Une jeune Hélène, encore dans la vingtaine, aux côtés d'une femme plus âgée devant une petite école rurale. Dans les bras de la femme plus âgée, un bébé. « Voici Marie Durand », poursuivit Hélène dans la vidéo, les yeux embués. « Elle a été bien plus que mon institutrice. C'est la personne qui m'a enseigné le véritable sens de l'éducation transformatrice. Et ce bébé, » elle fit une pause significative. « C'est ta mère, Anne-Laure. » La révélation provoqua l'émotion dans la pièce. Anne-Laure, déjà émue, dut s'asseoir. « Marie Durand a consacré sa vie à éduquer des enfants dans des communautés défavorisées, » continua Hélène. « Avec des ressources minimales, elle a transformé cette petite école rurale en un phare d'espoir. C'est là que j'ai appris ma première leçon sur l'impact social. » Marguerite projeta d'autres vieilles photographies. Hélène, jeune aidant à l'école, organisant des événements caritatifs, toujours aux côtés de Marie Durand. « Quand ta mère est tombée malade, » Hélène s'adressa à Anne-Laure à travers la vidéo. « Marie Durand était déjà partie, mais je n'ai jamais oublié la promesse que je lui avais faite, poursuivre son travail à une échelle dont elle n'avait que rêvé. » François observait tout en silence, commençant à comprendre la véritable dimension de l'histoire. « Le projet Phénix, » poursuivit Hélène, a été conçu sur le modèle de cette petite école. Chaque détail, de l'architecture à la méthodologie d'enseignement, s'est inspiré des principes que Marie Durand défendait. Éducation intégrale, développement humain, responsabilité sociale. Pierre distribua d'autres documents, des plans architecturaux détaillés du projet. « Voyez, » il pointa du doigt, « le bâtiment principal portera le nom Centre Marie Durand d'innovation sociale, et cette aile spécifique pour la formation des enseignants. » Il sourit à Anne-Laure. « Portera le nom de ta mère. » Hélène continua dans la vidéo. « François, quand tu as pris la direction des entreprises Moreau, ta vision était révolutionnaire. Tu parlais d'intégrer les affaires et l'impact social, d'utiliser la technologie pour transformer des vies. C'est pour cela que je suis tombée amoureuse de toi. » Sophie, qui était restée silencieuse, ouvrit l'enveloppe qu'elle avait reçue. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant son contenu. « Oui, Sophie. » Hélène sembla anticiper sa réaction dans la vidéo. « Je t'offre le poste de directrice administrative du projet. Non par bonté, mais parce que, malgré tout, je reconnais ta compétence. Et je crois que, tout comme François, tu peux aussi redécouvrir ton but. » Marguerite se leva, allumant sa tablette. « Les contrats sont déjà prêts, tant pour Monsieur François que pour Mademoiselle Lefebvre. Mais il y a des conditions spécifiques. Pendant 1 an, expliqua Pierre, vous travaillerez directement avec les bénéficiaires des projets existants.
Vous vivrez dans les communautés, connaîtrez leurs réalités, comprendrez leurs besoins. Ce n'est qu'après que vous pourrez assumer des postes dans le projet Phénix. Anne-Laure s'approcha de François, lui remettant un dossier. Voici le calendrier complet. Ça commence par 3 mois dans l'ancienne école où ma grand-mère enseignait, la même où Madame Hélène a découvert sa vocation. Dans la vidéo, Hélène prit un autre document. Et maintenant, la révélation finale. Quelque chose qui explique pourquoi je t'ai choisi, Anne-Laure, pour diriger ce projet. Quelque chose qui relie toutes les personnes dans cette pièce d'une manière que personne n'a imaginée. L'image se figea momentanément, tandis que Marguerite préparait un autre fichier pour la projection. Cette prochaine partie, annonça Pierre, changera complètement votre compréhension du véritable but de l'Empire Moreau et du rôle que chacun est destiné à jouer dans celui-ci. La vidéo reprit, montrant Hélène avec un ancien album photo entre les mains. La vérité qui allait être révélée non seulement expliquerait ses choix, mais transformerait aussi à jamais le destin de tous les présents dans cette pièce. Hélène ouvrit le vieil album dans la vidéo, révélant une photographie sépia de 1945. On y voyait un jeune couple posant devant une petite épicerie. « Voici mes parents », expliqua Hélène. Beaucoup connaissent l'histoire officielle de la famille Moreau, des entrepreneurs à succès qui ont construit un empire, mais peu savent comment tout a vraiment commencé. Marguerite distribua des copies de la photographie à tous les présents. Mon père, Antoine Moreau, a commencé comme assistant dans l'épicerie de M. Joseph Durand, le père de Marie Durand. C'est lui qui a donné à mon père sa première opportunité, qui a financé ses études, qui a cru en son potentiel. François observait la photographie attentivement, commençant à comprendre l'ampleur de la révélation. Quand l'épicerie a connu des difficultés pendant la crise, poursuivit Hélène, mon père avait déjà les moyens d'aider. Mais M. Joseph a refusé l'argent. Au lieu de cela, il a proposé une association avec une condition particulière. Une partie des bénéfices devrait toujours être destinée à l'éducation d'enfants défavorisés. Anne-Laure retenait ses larmes, reconnaissant les traits de sa grand-mère dans la jeune Marie Durand de la photographie. Ceci, Hélène montra un document jauni, est le contrat original de l'association. Une clause spécifique stipule que, pendant au moins 5 générations, 30% des bénéfices doivent être investis dans l'éducation, pas comme de la charité, mais comme un investissement pour l'avenir. Pierre projeta des graphiques sur l'écran. Au fil des décennies, ce modèle s'est avéré non seulement socialement responsable, mais aussi extrêmement rentable. Les étudiants bénéficiaires des programmes éducatifs revenaient souvent comme employés, consultants ou partenaires. Marie Durand, poursuivit Hélène dans la vidéo, n'était pas seulement mon institutrice. Elle était la gardienne de cet héritage, la personne qui s'est assurée que je n'oublie jamais nos origines, notre véritable mission. Sophie, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Mais pourquoi garder cela secret pendant si longtemps ?»« Parce que, répondit Hélène, certaines leçons doivent être vécues, pas seulement racontées. François, tu as passé des années à chercher des moyens de multiplier notre fortune, alors que le véritable trésor résidait dans la transformation de vie. » Marguerite ouvrit un autre document sur sa tablette. Le projet Phénix n'est pas seulement une école ou un centre d'innovation. C'est la concrétisation moderne de cette promesse faite il y a près de 80 ans. Anne-Laure, Hélène sourit dans la vidéo, tu n'as pas été choisie uniquement pour ta compétence ou ton histoire personnelle. Tu portes dans ton ADN le même engagement envers l'éducation que ta grand-mère avait. La même lueur dans les yeux quand tu parles de transformation sociale. François se leva, marchant vers la fenêtre. Le soleil de l'après-midi baignait la ville, donnant une teinte dorée au bâtiment. « Et toi, François, poursuivit Hélène, tu as maintenant l'opportunité de faire partie de cette histoire de la bonne manière. Pas comme un gestionnaire focalisé uniquement sur les chiffres, mais comme quelqu'un qui comprend la véritable signification de l'héritage. » Pierre s'approcha de François, posant une main sur son épaule. « Ma tante croyait qu'il n'était pas trop tard pour que tu redécouvres ton but. » Dans la vidéo, Hélène prit un autre document. Et maintenant, la dernière révélation. Quelque chose qui relie non seulement notre passé et notre présent, mais qui définira notre avenir. Quelque chose qui expliquera pourquoi le projet Phénix devait être gardé secret jusqu'à ce moment. La pièce plongea dans un silence complet, tandis qu'Hélène se préparait à partager l'information qui changerait définitivement le cours de cette histoire.
Une vérité qui non seulement expliquerait ses choix, mais offrirait aussi une nouvelle perspective sur le véritable sens de la richesse et du but. Hélène leva une enveloppe scellée dans la vidéo, le papier jauni par le temps témoignant de son âge. Cette enveloppe, commença-t-elle, a été laissée par Marie Durand avec des instructions spécifiques pour n'être ouverte qu'à ce moment. François, tu t'es toujours demandé pourquoi j'ai tant insisté sur notre mariage, même quand tout indiquait que nous devions suivre des chemins différents. Marguerite sortit une enveloppe identique de son dossier, la remettant à Maître Laurent. « S'il vous plaît, demanda Pierre, lisez-la pour tous. » Le notaire ouvrit l'enveloppe avec précaution, révélant une lettre manuscrite. « Elle est datée de 1980, observa-t-il, avant de commencer à lire. « Chère Hélène, quand tu liras cette lettre, je serai parti depuis longtemps. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de François Dubois. » François se redressa sur sa chaise, soudainement alerte. En 1975, une jeune enseignante est arrivée dans notre école rurale. Elle était enceinte et seule, fuyant une famille traditionnelle qui n'acceptait pas sa condition. Son nom était Béatrice Dubois. « Ma mère ?» murmura François, sa voix tremblante. « Oui, François, » confirma Hélène dans la vidéo. « Ta mère a été enseignante à l'école de Marie Durand. C'est là qu'elle a trouvé refuge pendant sa grossesse. C'est là que tu es né. » Anne-Laure couvrit sa bouche de ses mains, comprenant l'ampleur de la révélation. « Pendant 6 mois, » continua Maître Laurent en lisant la lettre, « Béatrice a vécu avec nous, enseignante à l'école et se préparant à ton arrivée, François. Elle avait un don spécial pour enseigner, la même passion pour l'éducation que j'ai vue chez Hélène des années plus tard. » Marguerite projeta d'anciennes photographies, une jeune Béatrice Dubois avec un groupe d'élèves, son sourire radieux malgré son ventre proéminent. « Quand tu es né, poursuivit la lettre, ta mère a fait une promesse. Son fils serait élevé pour unir 2 mondes, celui de l'éducation transformatrice et celui des affaires prospères. C'est pourquoi, quand elle a dû retourner dans sa famille, elle a laissé une demande, que je veille sur ton avenir de loin. » François se leva, ses jambes chancelantes. « Tu as toujours su ?»« Oui, » répondit Hélène dans la vidéo. « Quand nous nous sommes rencontrés à l'université, ce n'était pas une coïncidence. Marie Durand m'avait raconté ton histoire des années auparavant. Je savais que tu étais le fils de Béatrice. Je connaissais le potentiel que tu portais dans ton ADN. » Sophie observait tout en silence, ses certitudes antérieures s'effondrant face à ces révélations. « Le projet Phénix, » poursuivit Hélène, « n'est pas seulement un hommage à Marie Durand ou une continuation de son travail, c'est la réalisation du rêve de ta mère, François. Une façon d'unir définitivement ces 2 mondes. » Pierre ouvrit un dossier révélant d'autres documents. « Regarde ces plans architecturaux. La bibliothèque centrale portera le nom de Béatrice Dubois. » Un hommage à l'enseignante qui, même dans des circonstances difficiles, n'a jamais perdu sa foi dans le pouvoir transformateur de l'éducation. Et maintenant, Hélène sourit dans la vidéo. Vous comprenez pourquoi cette révélation devait attendre jusqu'à ce moment. François, tu n'es pas seulement un homme d'affaires à succès qui s'est perdu en chemin. Tu es le fils d'une éducatrice courageuse, qui a rêvé d'un monde où les affaires et l'impact social marchaient main dans la main. Anne-Laure s'approcha de François, lui offrant un mouchoir. Pour la première fois depuis le début de cette réunion, des larmes coulaient librement sur son visage. « Il y a encore une chose, » annonça Marguerite, sortant un dernier document de son dossier. « Quelque chose que Madame Hélène a préparé spécialement pour ce moment. Quelque chose qui va montrer comment toutes ces histoires, la vôtre, François, celle d'Anne-Laure, celle de nous tous, sont connectées d'une manière que personne ne pouvait imaginer. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées. Dans la salle de l'étude notariale, le passé et le présent s'entremêlaient, préparant le terrain pour un avenir qui promettait d'être très différent de ce que l'un des présents avait imaginé. Marguerite ouvrit le dernier document avec un soin révérencieux. C'était un journal, différent de celui mentionné précédemment. Celui-ci appartenait à Béatrice Dubois, la mère de François. Ce journal, expliqua Marguerite, a été remis à Madame Hélène par Marie Durand peu avant son départ. Béatrice l'a laissé pour son fils, pour qu'il soit remis au bon moment. François tendit des mains tremblantes vers le cahier, reconnaissant instantanément l'écriture de sa mère. « Cher fils », commença-t-il à lire à haute voix, sa voix émue. « Si tu lis ceci, cela signifie que le moment est enfin venu pour toi de connaître toute la vérité. Pendant mon bref passage à l'école rurale de Marie Durand, j'ai découvert mon véritable but dans la vie.
Sophie, qui observait la scène en silence, remarqua comment les yeux d'Anne-Laure brillaient d'une intensité renouvelée. Dans cette école, continua François à lire, j'ai rencontré une élève spéciale, Marie-Claire, la mère d'Anne-Laure. Elle n'avait que 12 ans, mais montrait déjà une détermination extraordinaire pour apprendre et aider les autres. Anne-Laure couvrit son visage de ses mains, émue d'entendre le nom de sa mère. Pendant les après-midi, poursuivit la lecture, je donnais des cours supplémentaires à Marie-Claire. Elle rêvait d'être enseignante, comme moi. Je lui ai promis qu'un jour, je reviendrais pour l'aider à réaliser ce rêve. Une promesse que je n'ai pas pu tenir personnellement, mais qu'Hélène a réalisée à ma place. Pierre projeta d'autres photographies. Béatrice jeune avec Marie-Claire, les deux souriant devant l'école. Hélène, continuait le journal, si tu coordonnes la remise de ce journal, cela signifie que tu as tenu ta promesse. Tu as pris soin non seulement de mon fils, mais aussi de la fille de Marie-Claire. Tu as compris que notre véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les vies que nous transformons. Dans la vidéo, qui continuait à tourner, Hélène sourit. François, Anne-Laure, vous portez tous les deux dans vos veines non seulement du sang, mais un héritage d'éducation et de transformation sociale. Ce n'est pas une coïncidence si vos chemins se sont à nouveau croisés. Marguerite ouvrit un autre document sur sa tablette. Le projet Phénix a une structure de gouvernance unique. La présidence sera partagée, Anne-Laure s'occupant de la partie éducative et sociale, François supervisant la gestion et la durabilité financière. Ensemble, comme cela aurait dû être dès le début. Mais il y a plus, ajouta Pierre. Sophie, vous n'êtes pas ici par hasard. Votre compétence administrative a attiré l'attention de ma tante pour une raison spécifique. Sophie leva les yeux, surprise. Votre mère, poursuivit Pierre, a aussi été élève dans cette école rurale. Elle faisait partie de la dernière classe que Marie Durand a enseignée avant son départ. Le choc était visible sur le visage de Sophie. Comment savez-vous cela? Marguerite projeta une vieille photographie, une classe de diplômés avec Marie Durand au centre. Parmi les élèves, une jeune fille qui était indiscutablement la mère de Sophie. L'univers a des façons mystérieuses de reconnecter les gens, sourit Hélène dans la vidéo. Chaque personne dans cette pièce a un lien profond avec cette petite école rurale. Chacun d'entre vous porte une partie de cet héritage. François ferma soigneusement le journal de sa mère. Pourquoi attendre si longtemps pour révéler tout cela? Parce que, répondit Hélène dans la vidéo, certaines vérités ont besoin du bon moment pour être comprises. Et maintenant, avec le projet Phénix sur le point de devenir réalité, vous êtes prêts à comprendre le véritable sens de tout cela. Pierre s'approcha de la fenêtre, observant le coucher de soleil. Le plus grand projet éducatif du pays ne sera pas seulement un centre d'innovation et de technologie. Ce sera la matérialisation d'un rêve partagé par des générations d'éducateurs et de rêveurs. Et maintenant, annonça Marguerite, nous arrivons à la dernière page du journal de Béatrice. Une page qu'elle a écrite spécialement pour ce moment, comme si elle savait qu'un jour nous serions tous réunis ici. Le silence dans la pièce était absolu, tandis que François se préparait à lire les derniers mots de sa mère, des mots qui scelleraient définitivement le destin de tous les présents. François ouvrit à nouveau le journal de sa mère, tournant jusqu'à la dernière page. L'écriture de Béatrice, normalement ferme et élégante, montrait des signes d'émotion dans les derniers mots. « Mon fils », commença-t-il à lire, sa voix tremblant légèrement. « Quand tu liras ces mots, tu seras face à un choix qui définira non seulement ton avenir, mais l'avenir de nombreuses générations. » Anne-Laure s'approcha, s'asseyant à côté de François, dans un geste silencieux de soutien. « Pendant les mois que j'ai passés à l'école de Marie Durand, j'ai appris que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels. Chaque jour, je voyais dans les yeux des élèves l'éclat de la découverte, la joie de l'apprentissage, l'espoir d'un avenir meilleur. C'est là, en enseignant dans une simple salle d'une école rurale, que j'ai trouvé mon véritable but. » Sophie essuya discrètement une larme, se souvenant des histoires que sa propre mère racontait sur ses jours d'école. « Le bébé que je portais dans mon ventre, toi mon fils, m'a donné la force d'affronter tous les obstacles. J'ai rêvé qu'un jour tu comprendrais que le succès va bien au-delà des réussites financières, que tu découvrirais, comme je l'ai découvert, que transformer des vies est le plus grand investissement qu'on puisse faire. » Marguerite projeta une série de photographies sur l'écran, des images du terrain où le projet Phénix serait construit avec les premières fondations déjà en place. « Hélène, continuait le journal,
Si tu es présente quand cette lettre sera lue, sache que j'ai toujours su que tu serais la gardienne parfaite de cet héritage. Tu n'as pas seulement protégé mon fils, mais tu as maintenu vivante la flamme de l'éducation transformatrice que Marie Durand a allumée en nous tous. » Dans la vidéo, qui tournait encore en arrière-plan, Hélène sourit sereinement. « Et toi, Anne-Laure, poursuivit François en lisant, fille de ma chère élève Marie-Claire, tu représentes la continuité d'un cycle. Ta présence ici aujourd'hui prouve que les rêves plantés avec amour et dévouement fleurissent toujours, même si cela prend des générations. » Pierre distribua des dossiers contenant les contrats finaux du projet Phénix. « Sophie, la lettre s'adressait de façon surprenante aussi à elle, ta mère a été l'une des élèves les plus brillantes de cette dernière classe. Elle disait toujours qu'un jour, elle rendrait tout ce qu'elle avait appris là-bas. À travers toi, ce moment est arrivé. » Sophie prit son dossier d'une main tremblante, l'ouvrant pour y trouver non seulement un contrat, mais aussi une ancienne rédaction scolaire écrite par sa mère, parlant de ses rêves pour l'avenir. « Le projet Phénix, » continuait Béatrice dans le journal, « n'est pas seulement un centre éducatif. C'est la matérialisation d'un rêve partagé par des générations d'éducateurs, d'élèves et de rêveurs. C'est la preuve que lorsque nous unissons but et ressources, nous pouvons créer quelque chose de véritablement transformateur. » Marguerite se leva, s'approchant de la table centrale. « Les derniers mots, annonça-t-elle. Madame Hélène a demandé qu'ils soient lus par Anne-Laure. » François tendit le journal à Anne-Laure, qui prit une profonde inspiration avant de commencer. « Mon fils, quand tu liras ces derniers mots, tu seras face à ta plus grande opportunité de rédemption. Ne vois pas cela comme une fin, mais comme un nouveau départ. Le sang qui coule dans tes veines porte l'ADN de l'éducation transformatrice. Il n'est jamais trop tard pour honorer cet héritage. » Le soleil s'était complètement couché et les lumières de la ville commençaient à briller au dehors. À l'intérieur de la salle de l'étude notariale, d'anciennes blessures commençaient à cicatriser, tandis que de nouveaux liens se renforçaient. « La dernière page, dit Pierre, contient une révélation finale. Quelque chose que ma tante Hélène a gardé jusqu'à ce moment. Quelque chose qui reliera définitivement tous les points de cette histoire. » Anne-Laure tourna la page, ses yeux s'écarquillant en lisant les derniers mots écrits par Béatrice Dubois, des mots qui allaient changer à jamais la compréhension de tous sur le véritable sens de la famille, du but et de l'héritage. Anne-Laure commença à lire, sa voix chargée d'émotion tandis que tous les yeux étaient fixés sur elle. François, Sophie, Anne-Laure, et vous tous qui comprenez maintenant le fil invisible qui nous relie, sachez que cette histoire n'a pas commencé avec moi ou avec Marie Durand. Elle a commencé bien avant, avec ceux qui, même sans ressources, ont planté des graines d'espoir. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, quelque chose qu'Hélène, sagement, a attendu de partager au bon moment. Elle fit une pause, respirant profondément, tandis que le silence dans la pièce semblait amplifier le poids des mots. « François, tu es le lien qui unit tout cela. Pas seulement en tant que fils de Béatrice ou mari d'Hélène, mais comme quelqu'un qui a été choisi pour accomplir un plus grand dessein. Quand Marie Durand s'est occupée de ta mère, elle lui a fait une demande spéciale. Elle lui a dit que si elle avait un fils, elle devrait lui enseigner l'importance de rendre au monde ce que nous avons reçu. » François essuya une larme qui s'échappait silencieusement, sentant le poids des générations sur ses épaules. « Et toi, Sophie, continua Anne-Laure, tu n'es pas ici par hasard. Ma grand-mère, Marie-Claire, disait toujours que la vie unit ceux qui ont quelque chose à construire ensemble. Tu as hérité de ta mère la capacité d'organisation et la vision stratégique qui sont maintenant cruciales pour l'avenir de ce projet. » Elle tourna la dernière page et lut le passage final avec fermeté. « Mais, par-dessus tout, vous devez comprendre que ce projet n'appartient à aucun d'entre nous individuellement. Le projet Phénix est un héritage collectif. Et maintenant, comme dernière révélation, Hélène a demandé que soit montrée l'origine du nom de ce projet. » Marguerite projeta une image sur l'écran, un phénix dessiné à la main, accompagné d'une citation. « Cet oiseau a été dessiné par Marie Durand, » expliqua Marguerite, comme un symbole de la résilience de sa communauté et de tous ceux qui sont passés par cette école. La citation à côté disait « La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous renaissons des cendres pour créer, inspirer et transformer. » Pierre, ému, compléta « Ma tante a choisi ce symbole, parce qu'elle croyait que nous avons tous la capacité de renaître, peu importe à quel point nous nous sommes trompés ou égarés du chemin. » Anne-Laure ferma le journal et regarda François, ses yeux pleins d'un mélange de compassion
et de détermination. C'est maintenant à ton tour, François. Tu as le choix de poursuivre cet héritage, pas comme une punition, mais comme un nouveau départ. Es-tu prêt à accepter? François respira profondément, se levant lentement. Il regarda Sophie, puis Anne-Laure, et enfin le journal de sa mère qu'il tenait entre ses mains. Un sourire timide apparut sur ses lèvres tandis qu'il répondait « Oui, je suis prêt ». La pièce se remplit d'un silence révérencieux avant que Pierre ne prenne la parole. Alors, commençons. L'avenir du projet Phénix nous attend. Et ainsi, ce soir-là, au cœur de la ville, commença une nouvelle histoire. Une histoire de rédemption, de but et d'héritage, où chaque personnage trouva sa véritable mission et où tous, ensemble, commencèrent à construire un monde meilleur. La décision de François fut le point de départ d'une série de transformations qui se déroulerait dans les mois et années à venir. L'engagement envers le projet Phénix n'était pas seulement symbolique, il exigeait de l'action, de l'apprentissage et un effort sincère pour surmonter les erreurs du passé. Premier pas, se reconnecter avec ses origines. Le lendemain, François voyagea vers l'ancienne école rurale où sa mère avait enseigné. Le bâtiment, bien que simple, était rempli d'histoire. Chaque mur semblait murmurer des souvenirs de sa mère et de Marie Durand. Il rencontra les enseignants actuels, dont beaucoup avaient été des élèves des projets sociaux de la Fondation Moreau. Ému, François décida de passer quelques semaines là-bas, aidant comme bénévole. Il donnait des cours de mathématiques de base et, pour la première fois, ressentit la gratification de toucher directement des vies. Les enfants l'appelaient « Professeur François », ce qui sonnait étrangement au début, mais devint rapidement un titre qu'il portait avec fierté. Sophie, quant à elle, fut envoyée pour coordonner un projet de microcrédit dans une communauté urbaine. Là, elle rencontra des femmes entrepreneurs qui, avec de petits prêts, avaient construit des entreprises qui faisaient vivre leur famille. Au début, Sophie ne voyait le travail que comme une tâche administrative. Mais en écoutant les histoires de ces femmes, elle commença à comprendre l'impact humain de ses actions. L'union de François et Anne-Laure. Pendant ce temps, Anne-Laure dirigeait la construction du projet Phénix. C'était la première fois qu'elle relevait un défi aussi important, mais sa détermination et ses capacités de leadership impressionnèrent tout le monde. Elle supervisait tout, du design durable des bâtiments à la sélection des partenariats éducatifs et technologiques. François communiquait fréquemment avec Anne-Laure, partageant ses expériences sur le terrain. Les conversations entre eux, qui étaient auparavant formelles, devinrent profondes et réflexives. Tous deux reconnaissaient l'héritage partagé et voyaient en l'autre non seulement un partenaire de travail, mais un miroir de leurs histoires entrelacées. « Nous renaissons », dit Anne-Laure lors d'un appel faisant référence au symbole du phénix. « Et ce n'est que le début. »« Pas seulement nous », répondit François en souriant, « mais tous ceux que nous toucherons avec ce projet. » Sophie, la redécouverte du but Sophie, après des mois à vivre parmi les communautés, réalisa que le monde des affaires où elle excellait auparavant ne représentait pas tout ce qu'elle était. Elle trouva un but dans l'administration humanitaire et commença à proposer de nouvelles formes de gestion pour le projet Phénix, combinant efficacité entrepreneuriale et empathie. À son retour, Sophie fut accueillie par Marguerite, qui lui remit officiellement le poste de directrice administrative. « Vous avez appris ce qui était nécessaire », dit Marguerite avec un sourire. « Maintenant, vous pouvez diriger. » L'inauguration du projet Phénix 2 ans après cette réunion à l'étude notariale, le projet Phénix fut officiellement inauguré. Plus de 500 étudiants de différentes régions du pays arrivèrent pour les premières promotions. Le campus était une référence architecturale, un modèle de durabilité et d'intégration sociale. L'événement réunit des leaders internationaux, des représentants d'ONG, des entrepreneurs et surtout les personnes qui avaient bénéficié des projets sociaux d'Hélène au fil des ans. Anne-Laure prononça le discours principal. Sa voix portait l'émotion tandis qu'elle disait « Ce projet n'appartient pas à une seule personne, mais à nous tous. C'est la preuve que l'éducation est la base pour transformer des vies. Chaque étudiant qui franchira ses portes sera un nouveau phénix, renaissant pour construire un avenir meilleur. » François monta également sur scène. Pour la première fois, il ne parla pas comme un homme d'affaires, mais comme quelqu'un qui avait appris le véritable sens de la richesse. « Hélène m'a appris que nous ne sommes pas ici pour accumuler, mais pour partager. Aujourd'hui, je ne suis qu'un parmi tant d'autres qui consacrent leur vie à ce but. »
Et je promets que nous continuerons à multiplier cet impact, génération après génération. Sophie, observant depuis le public, se sentit partie prenante de quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle savait qu'aux côtés d'Anne-Laure et de François, elle contribuait à construire un héritage éternel. L'héritage éternel. Au fil des années, le projet Phénix devint un modèle mondial d'éducation transformatrice. D'anciens élèves revenaient comme enseignants et entrepreneurs, créant un cycle continu d'impact social. Le campus s'agrandit, intégrant de nouveaux centres de recherche, des cliniques communautaires et des laboratoires d'innovation. François, Sophie et Anne-Laure restèrent les piliers du projet, chacun contribuant avec ses talents uniques. Marguerite, désormais âgée, assistait avec fierté à l'épanouissement de ce qu'elle avait aidé à semer. Hélène, bien que physiquement absente, était rappelée dans chaque détail du projet. La renaissance du Phénix. Dans un futur pas si lointain, une jeune étudiante, inspirée par ce qu'elle avait vécu sur le campus, demanda à François « Que faut-il pour transformer le monde ?» Il sourit, pointant vers le symbole du Phénix gravé sur l'un des murs du campus et répondit « Le courage de renaître autant de fois que nécessaire, la détermination d'apprendre et un cœur disposé à partager. Ce qu'on apprend. » Son nom et son héritage vivraient à jamais, non seulement dans les bâtiments et les discours, mais dans les vies transformées. C'est ainsi que nous commençons à transformer le monde. Et ainsi, le projet Phénix continuait à voler, comme l'oiseau qui renaît de ses cendres, apportant espoir et transformation à tous ceux qui croisaient son chemin.